Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est les deux seules personnes de GitHub qui ne vont pas vous parler de copilote aujourd'hui. Enfin, pas maintenant, si vous venez au stand, on vous en parlera, mais pour l'instant, on va parler d'un autre sujet. On va vous parler de quelque chose qui s'appelle Git Push Permission. Et donc, on va rentrer dans le détail tous les deux. Bon, d'abord, on va se présenter. Eleonore. Moi, je fais partie de l'équipe sécurité de GitHub. Donc, c'est une vraie de la sécurité, donc vous ne pourrez pas toucher son laptop, vous ne pourrez pas toucher son clavier, vous ne pourrez pas regarder ce qu'elle fait, mais elle va quand même vous faire une démo sur ce qu'on utilise chez nous à GitHub. Et moi, je suis donc Alain Eleli, et je suis fils CTO chez GitHub pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et donc, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un peu de la manière dont on travaille chez GitHub. C'est sur un sujet en particulier. Et l'idée, c'est que, comme vous tous, comme tout le monde, comme toutes les entreprises, on a tous un problème de gestion des permissions et de comment on donne accès à des softwares, à des produits, à des systèmes aux employés de l'entreprise, et comment on fait ça sans que ce soit saoulant, sans qu'on ait besoin de créer des tickets, des choses comme ça, et d'attendre qu'on ait un approval d'un manager qui après va permettre à quelqu'un de faire l'opération, et que généralement, on ne sait plus qui l'a fait, quand est-ce qu'on l'a fait, et toute la traçabilité derrière est perdue. Et donc l'idée, c'est de travailler avec un système Ops. Hein, tout aujourd'hui, vous avez plein de trucs qui finissent en Ops aujourd'hui. Et donc on va passer en revue un certain nombre de ces déclinaisons des Ops. Donc historiquement, on avait eu les as a service, après on a eu les as code, et puis on a aussi les Ops. Donc dans notre jargon, on a toujours des acronymes qui sont intéressants. Et pour notre système, on a un mix de tout ça. Donc tout le monde connaît DevOps aujourd'hui, hein, j'espère. Oui? T'es sûr? Ok. Donc DevOps, on a pu à en parler, mais basé là-dessus et avec la même inspiration, il y a eu des évolutions, et après on a parlé de DevSecOps. Donc c'est un terme qui est un peu fourre-tout aujourd'hui, mais l'idée pour nous, hein, dans notre manière de voir ça chez GitHub, DevSecOps, c'est comment est-ce qu'on inclut la sécurité dans le flow du développeur pour que ça puisse être adressé au plus tôt. Hein, c'est comme ce qui avait eu lieu avec le DevOps il y a quelques années. L'idée, c'était pas juste de dire, tiens, le développeur, tu vas prendre les outils des Ops et tu vas te débrouiller avec. Donc si on fait ça avec les outils de la sécurité, ça va être une catastrophe, parce que nous, en tant que développeurs, la sécurité, on s'en fout. Ouais. Non, mais enfin, c'est surtout qu'on ne sait pas faire. Hein. Quand Eleonore vient me voir en me disant tu es en train de créer une CVE 237-27, je sais pas, ça me dit rien. Donc, comment est-ce que je fais pour donner aux développeurs des moyens de travailler sur la sécurité sans qu'il ait besoin de comprendre tous les tenants et les aboutissants de la sécurité, pour que ce soit facile et qu'on prenne ça au plus tôt. Et donc, comment est-ce qu'on va mettre en place un certain nombre de choses qui vont nous permettre de rester sécures de manière simple et de manière au plus tôt dans notre workflow de développement. Donc ça fait partie des choses qu'on a en tête quand on crée des solutions, nous, en interne, pour mettre à disposition des outils pour tous nos employés et au-delà des développeurs. Et donc on verra comment ça se traduit derrière. Ensuite, toujours dans notre série des Ops, il y a GitOps. Donc je sais pas, ça vous parle GitOps ou pas? Ouais, à peu près tout le monde. Donc l'idée de GitOps, si on regarde les principes qu'il y a derrière, hein, c'est globalement, pour ceux qui connaîtraient un peu moins, l'idée c'est d'avoir une configuration qui est stockée dans un repository Git, et plutôt que de la dispatcher dans les workflows qui font les mises en production, c'est un repo qui contient l'intégralité de la configuration et des outils qui permettent de la mettre en œuvre, et qui nous assure qu'à tout moment, on va pouvoir restaurer cette configuration, ou que quand on va faire un changement dans la configuration, le système sera suffisamment intelligent pour n'appliquer que les deltas entre ce qu'on a en production à l'instant T et ce qu'on a changé derrière dans la configuration. Et donc ça, pour nous, chez GitHub, évidemment, GitHub, c'est intéressant. Ça revient à nos racines de se dire, tout ce qui est dans le Git, tout ce qui est dans le système de gestion de configuration, on va dire que c'est la vérité, c'est de ça dont on doit s'inspirer pour après faire un déploiement. Et donc quand on réfléchit à comment on va gérer nos permissions, nous, côté GitHub, c'est exactement ce qu'on va vouloir mettre en place. Donc on va voir aussi comment on a utilisé ça.
Ensuite, il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu moins connues, qu'on met en place également et qu'on utilise en interne chez GitHub. La première, c'est ChatOps. Donc ChatOps, ça fait quelques années maintenant que vous en avez peut-être entendu parler. Je ne sais pas si c'est des choses que vous utilisez, mais nous, je pense qu'on a inventé le concept. J'en suis pas à 100% sûr, mais c'est des choses qu'on a utilisées depuis une dizaine d'années, voire un peu plus d'ailleurs. Et l'idée, c'est quoi de ChatOps? C'est de dire que on va rendre nos ops accessibles à travers un client de chat. Donc typiquement, chez nous, on a Slack. Et dans Slack, on a notre robot qui s'appelle Ubot. Et à partir de Ubot, à partir de Slack, on va taper des commandes que Ubot va prendre et va exécuter. Donc plutôt que d'avoir un terminal sur ma machine et de travailler en isolation dans mon coin, je vais aller sur mon Slack et puis je vais taper des commandes, ce qui fait que mes collègues vont voir exactement ce que je suis en train de faire, ils vont voir le résultat de ce que je suis en train de faire, donc ils n'ont pas besoin de taper la commande de leur côté pour avoir un statut sur un déploiement ou des choses comme ça. Et on est tous en train de travailler de manière collective sur cet environnement-là, et je n'ai pas besoin d'installer quelques outils que ce soit sur ma machine, puisque à partir du moment où c'est dispo sur mon Ubot à travers mon Slack, je peux y accéder. Donc tout le monde peut taper n'importe quelle commande, et puis tout le monde peut apprendre des commandes qui sont tapées par les autres aussi. Ça, c'est intéressant. Évidemment, il y a un modèle de sécurité derrière. Je ne peux pas déployer en prod juste parce que j'ai accès à Slack. Ubot va me dire, bah non, ça déjà, tu n'as pas le droit d'aller dans cette Slack room-là pour taper ce truc, cette commande. Et puis derrière, il va vérifier que j'ai bien les autorisations pour faire ça. Et il va se baser sur le système qu'on a et qu'on va vous décrire pour permettre de faire ça. Mais aujourd'hui, par exemple, si j'ai un développeur qui veut déployer sa version de GitHub sur laquelle il est en train de travailler dans un environnement de test, eh ben, il va pouvoir taper .deploy, sa pull request to me. Donc ça veut dire crée-moi un environnement à la volée pour ma version de GitHub pour que je puisse la tester, par exemple. Et on a plein de trucs comme ça qui sont plugués. Donc vous voyez par exemple notre utilisation de PagerDuty passe par des commandes dans notre Slack. Savoir qui est on call, donc qui est en astreinte sur un composant de notre chaîne, bah pareil, je vais pouvoir le demander directement dans Slack et j'aurai la réponse. Et on a tout interfacé en fait chez GitHub à travers Ubot et à travers Slack pour pouvoir y avoir accès en fait. Et ça simplifie énormément la tâche de tout le monde. Donc on a vu DevOps, DevSecOps, GitOps, ChatOps, et le dernier qu'on va voir, c'est IssueOps. Donc on a aussi décidé de pouvoir interfacer, de pouvoir interagir avec différents systèmes à travers des issues directement dans GitHub. Donc quand vous avez l'habitude de créer des tickets et des choses comme ça, et bien en fait vous pouvez créer des issues dans GitHub et derrière avoir des automatisations. Et pour ce faire, on utilise des choses par exemple comme nos GitHub Actions ou alors des GitHub Apps. Vous avez différentes manières de vous intégrer. Et par exemple ici, j'utilise en interne un issue template. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça fait quelques années qu'on est capable de le faire. On peut décrire en YAML les champs qu'on va avoir dans une issue. Quand on crée une nouvelle issue, on va pouvoir sélectionner ce template-là, ou ça peut être le template par défaut. Et puis donc, plutôt que d'avoir du texte libre, on va avoir une issue avec un formulaire. Et puis, sur soumission de cette issue, bah là, j'ai des pipelines qui se déclenchent. Alors, j'ai un premier pipeline qui déclenche un deuxième pipeline avec du GitHub Actions et qui va me générer en fait un repo avec tout un environnement qui va bien derrière. Donc, j'ai une instantiation de mon application plus son environnement d'exécution et tout ça, c'est automatisé à travers des issues. En fait. On a d'autres exemples de ça. Il y a un plugin qui existe. Oh, bah ça, c'est le résultat. C'est pas très intéressant. Mais on a un plugin, enfin une action qui s'appelle Branch Deploy que vous pouvez utiliser aussi. Et en fait, c'est une implémentation de ce concept-là, où vous allez pouvoir avoir, par exemple, une pull request dans laquelle vous allez faire un change sur votre application. Et dedans, en commentaire, vous pouvez faire un point deploy ou point deploy no-op, point deploy. Enfin, il y a plein de commandes différentes et d'arguments différents à la commande. Et donc, ça va vous déclencher des pipelines, ça va vous déclencher en fait le workflow que vous avez plugué là-dessus. Et en fait, ça permet à vos développeurs de pouvoir tester leur pull request directement sur les environnements que vous allez provisionner. Donc, vous allez évidemment créer des workflows qui font le déploiement. Ce n'est pas nous qui allons définir la manière de déployer vos applications. Mais comme ça, vous avez cet accès facile en fait à ce mécanisme de déclenchement de fonctionnalités. Et après, vous pouvez mettre en place des workflows qui sont assez intéressants. Donc ça, tout le monde peut le faire.
il suffit d'avoir soit d'utiliser les actions qu'on met à disposition, soit de créer les vôtres de la même manière. Vous pouvez écouter des événements dans une pull request, vous pouvez écouter la création d'une pull request, le merge d'une pull request, le fait de commenter sur une pull request. Très souvent, si on a des utilisateurs qui utilisent des labels, donc vous pouvez créer des labels, mettre un label deploy par exemple, ça crée un événement, vous capturez ça, vous le filtrez et vous déclenchez votre fonctionnalité. Donc vous voyez, on a plein de manières différentes d'interagir avec soit GitHub, soit Slack, soit d'autres outils pour automatiser plus de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'avoir toujours en tête chez GitHub, en se disant, mais si je le fais manuellement, et si je le fais 2 fois manuellement, c'est que j'ai raté une opportunité d'automatisation, en fait. Et donc, on essaie de trouver quel est l'endroit où ça va avoir le plus de pertinence, donc quel est le contexte le plus intéressant pour créer un point d'automatisation et permettre à mes équipes de travailler beaucoup plus rapidement, en fait. Et donc ça, c'est super intéressant. Et donc, on a mélangé tout ça. Donc DevSecOps, GitOps, IssueOps. Donc tout ça, on l'a rassemblé, en fait, quand on a voulu créer le framework qu'on utilise en interne pour gérer toutes nos autorisations. Donc typiquement, comme je le disais en introduction, comme toutes les sociétés, quand vous arrivez chez GitHub, vous allez dire, bah, moi, je suis commercial, donc j'ai besoin d'avoir accès à Salesforce, ou tous les employés, on a besoin d'avoir accès à Slack, à Zoom, enfin, tout un ensemble de produits. Je vais avoir besoin d'avoir accès à tel repo, telle organisation. Donc, il y a plein de permissions dont j'ai besoin. Et le système traditionnel, c'est bah, je crée un ticket, la personne qui va recevoir le ticket va dire bah, est-ce que lui ou elle a l'autorisation d'accéder à cette ressource-là ou pas? Est-ce que le manager l'a approuvé ou pas? Enfin, vous avez tout un workflow qui est compliqué. Et après, il y a la mise en place de cette permission. Et après, il faut notifier la personne que ça a été fait, etc. Et comment est-ce qu'on a la traçabilité de cette autorisation? Potentiellement, l'autorisation peut être temporaire uniquement. Ça peut avoir des problématiques de propagation dans différents systèmes. Donc il y a plein de problématiques qui sont intéressantes, qui sont compliquées et qui ne sont pas du tout adressées par les outils du marché. Si vous avez un SSO aujourd'hui, que ce soit Azure AD, Okta ou Ping ou je ne sais pas quoi, il y a de bonnes chances que vous ayez encore quelqu'un qui manuellement va le faire ou va déclencher un script, mais vous n'avez pas une configuration externalisée comme on peut avoir dans un cluster Kubernetes avec un GitOps de l'autre côté. Vous restez dans le système de bah, je le fais à la main par un administrateur et puis si jamais vous changez de job demain, il y a de bonnes chances que vous gardiez les autorisations de votre ancien job et qu'il n'y ait pas de corrélation ou pas de revue qui ait été fait derrière. Et donc c'est ça qu'on essaye de résoudre avec notre projet qui s'appelle Entitlement, donc qui est open sourcé, donc vous pouvez l'utiliser. Et l'idée hein, de ce... Ah oui, les use cases d'abord. Les use cases qu'on prend en charge grâce à ça, bah, ça va être déjà le fait de pouvoir être en self-service. Donc grosso modo, on travaille avec un repo. Si j'ai besoin d'avoir une nouvelle autorisation sur un système en particulier, il y a un fichier qui va décrire ce système. Donc typiquement, j'ai besoin d'avoir accès à Slack. Je vais trouver le fichier slack.txt dans le repo et je vais faire une pull request. Je vais dire bah, j'ai besoin d'avoir accès à ça. Donc je vais rajouter mon nom dans la liste de ceux qui ont accès à ça. Et derrière, je vais avoir un workflow qui va me permettre d'avoir les bonnes personnes impliquées pour la revue de cette pull request-là. Et le fait de revoir cette pull request et de l'approuver va me donner l'autorisation derrière d'avoir l'accès à ce système-là, tout simplement. Je vais pouvoir automatiser tout ce qui est réorg, etc. Parce qu'on va pouvoir décrire des équipes dans ce système-là. Et ces équipes-là n'existent pas dans tous vos systèmes d'autorisation aujourd'hui. Vous n'avez pas dans votre LDAP ou dans votre Okta ou dans votre Azure AD la granularité des pizza teams que vous pouvez avoir dans vos équipes de dev. Ça n'existe que dans la culture de la société. Hein, l'équipe front de tel produit dans votre société, c'est écrit nulle part. En fait, vous le savez, mais c'est capturé dans aucun système. Et donc cette équipe front de tel produit dans votre société, elle a besoin d'avoir accès à l'environnement front de cette application-là. Et l'équipe back, potentiellement, ne devrait pas avoir accès à ça. Donc avec Entitlement, on a la souplesse de pouvoir créer des équipes ad hoc et de leur donner des droits spécifiques et d'utiliser le nom de ces équipes-là pour donner des droits. Et si cette équipe change de rôle ou le manager de cette équipe-là est affecté à quelque chose d'autre, on va pouvoir prendre cette grappe
d'un coup d'un seul et pouvoir lui affecter des nouveaux droits ou lui enlever ses anciens droits. En fait. Donc ça facilite énormément les choses. On va avoir la notion d'audit aussi qui va être prise en compte parce que c'est traçable, c'est dans du Git. On connaît les versions, on sait comment ça a évolué, on sait qui a déclenché les évolutions, et on a même des plugins en fait, qui nous permettent de versionner les différents états de notre LDAP. En fait. Donc on va offloader le contenu de notre LDAP sous forme de fichier, on va le stocker dans du Git, et toutes les versions vont être automatiquement créées par-dessus, et ça nous crée une traçabilité de notre LDAP. Enfin, le dernier truc, c'est l'expiration. Donc c'est pris en compte par le système lui-même. Donc quand je donne un droit à quelqu'un, je peux lui donner un droit jusqu'à révocation manuelle, mais aussi je peux donner un temps. Je peux dire, tu as le droit d'accéder à cette plateforme-là jusqu'à fin janvier 2024, par exemple. Et fin janvier 2024, automatiquement, ce droit sera révoqué. Et donc, je n'ai pas besoin d'y revenir manuellement pour te l'enlever. Et donc, pour des sociétés qui ont des problèmes de compliance, de régulation, ça peut être aussi très intéressant. Donc voilà, c'est quelques-uns des différents use cases. L'avantage, c'est que ce système il est complètement pluggable. Derrière, vous créez des workflows, vous pouvez l'enrichir, vous pouvez avoir des use cases différents. La manière dont ça fonctionne, c'est assez simple. Donc encore une fois, on a un repository, on a dessus des workflows GitHub Actions qui vont se déclencher automatiquement sur des changements. Vous pouvez avoir la granularité de GitHub Actions derrière qui va vous permettre de déclencher des workflows en fonction des fichiers qui sont modifiés, en fonction des répertoires dans lesquels on travaille. Donc on peut faire pas mal de choses. Et nous, on vient avec un certain nombre de plugins donc, qui vont se mettre directement dans les workflows. Mais par exemple, on a des plugins pour certaines applications. On a des plugins qui vont nous permettre de dialoguer directement avec le SSO, donc par exemple avec Okta, avec Azure AD, donc qui vont permettre de propager les configurations dans ces SSO-là. On a des plugins qui vont nous permettre de manager nos organisations GitHub, évidemment. Donc si je veux avoir accès à un nouveau repo dans notre organisation, je vais trouver le fichier qui correspond et automatiquement, derrière, si la pull request est approuvée, je vais avoir l'autorisation. Mais je vais pouvoir aussi créer une nouvelle équipe dans GitHub juste par la création d'un nouveau fichier dans Entitlement et ça va propager ça directement dans GitHub. Donc on a plein de plugins qui existent qui nous permettent de propager ça, de propager dans du LDAP, dans du SSO, de définir des applications et après de définir évidemment les droits d'accès à ces différentes applications-là. Et tout ça, c'est sous forme de fichiers directement dans notre repository. Et donc, on va vous montrer à quoi ça ressemble avec un cas d'exemple. Donc maintenant que Alain vous a présenté Entitlements, on va vous montrer Entitlements en live, comment ça marche. Donc pour cette démonstration, on s'est dit qu'on allait prendre le cas d'exemple d'une petite entreprise, donc Octodemo. Alain et moi, hier, on a fondé l'entreprise Octodemo. Octodemo, pour l'instant, on est uniquement 2 employés, mais puisqu'on est venu au Devoxx, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par notre entreprise et on allait recruter beaucoup de monde. Du coup, on s'est dit que dès aujourd'hui, on allait gérer nos systèmes d'accès en code avec Entitlements. Comme ça facilitera l'arrivée de nos nouveaux collègues le mois suivant. À Octodemo, on a déjà un petit système d'information. Donc on a déjà un serveur LDAP. Si vous ne connaissez pas, LDAP, c'est un peu un annuaire. Ça a des fonctionnalités similaires à Active Directory, c'est-à-dire c'est le serveur qui va stocker vos comptes de vos employés ainsi que leur groupe. À Octodemo, on a aussi une instance d'Octa. Cette instance d'Octa, ça nous permet d'accéder à nos applications via un single sign-on. Nos applications à Octodemo, on utilise principalement Slack, Zoom, PagerDuty, Salesforce et autres. Et comme on est une entreprise de technologie, on utilise GitHub, bien sûr, et on a une organisation GitHub. Vous noterez, entreprise de technologie égale GitHub, pas autre chose. Donc voilà, on aimerait que Entitlement gère tous ces systèmes d'accès. Et je vais vous montrer qu'en même pas 20 minutes, on va pouvoir gérer l'accès à toutes nos applications et à notre GitHub de manière codifiée avec Entitlement. D'abord, on va se pencher sur l'organisation GitHub. Donc, on a créé une organisation, on l'a nommée Octodemo Organisation. On aimerait que dans cette organisation, on ait 2 membres, un administrateur et un membre classique. Donc, un administrateur, on aimerait qu'il y ait Elaïli, puisque c'est notre PDG. Elaïli, il faut savoir, c'est le nom du compte GitHub d'Alain. Et Shaili, donc moi-même. On aimerait aussi qu'Entitlement nous permette de gérer nos équipes GitHub, donc nos teams. On aimerait 2 teams, une équipe de développeurs et une équipe de sécurité.
parce que quand même si Alain est CEO, il va quand même devoir développer. Ouais. Donc on va aller voir maintenant dans Untitled comment ça se passe. Oula, on va mettre en plein écran. Donc à Octodemo, on a commencé par créer un répertoire Git. Dans ce répertoire Git, on a mis une configuration basique de Untitled. Donc je me suis connecté. À mon répertoire Git avec Codespaces. Ce que je peux voir directement, c'est que j'ai deux fichiers, gemfile et gemfile.log. Pourquoi? Parce que Untitled c'est écrit en Ruby. Et en Ruby, pour ajouter des librairies, entre guillemets, ce sont des gems. Donc il faut que je les importe dans mon gemfile. Ne vous inquiétez pas, pour utiliser Untitled, vous n'avez pas besoin de connaissances en Ruby, vous avez juste besoin d'importer ces gems. Ouais. Exactement, copier-coller. Comme on veut gérer aussi une organisation GitHub, on a ajouté le plugin GitHub. On peut voir également que j'ai une configuration VS Code. Cette configuration VS Code, elle va me permettre, dans mon éditeur directement, depuis mon IDE, d'aller explorer mon LDAP. Donc c'est le LDAP de l'entreprise. L'idée, c'est qu'on utilise ici Codespaces. Et si vous n'avez pas utilisé Codespaces, en fait, dans Codespaces, c'est un service de GitHub qui me permet d'écrire dans mon repo l'environnement de développement de mes développeurs. Donc, à partir d'un Docker Compose, je vais pouvoir avoir tous mes conteneurs pour stocker ma base de données, pour avoir le shell qui va bien avec la version de Java, de Node, de machin, etc. dont j'ai besoin. Et chaque développeur, en fait, doit pouvoir instancier un Codespaces à partir de ça et avoir, grosso modo, une sorte de laptop à distance dans lequel il va pouvoir développer. Et on a des scripts qui permettent de provisionner derrière l'environnement d'exécution et de définir tous les plugins. Donc c'est ce qu'on a ici, tous les plugins VS Code dont on a besoin et avec la configuration qui va bien. Donc au lieu de demander à un nouveau développeur qui arrive dans votre équipe de faire un git clone et puis d'installer, t'installes Java, t'installes Elasticsearch, t'installes MySQL, t'installes Docker, etc. Tu lui dis juste, crée-toi un nouveau Codespace. Et puis si tu as envie de te créer un nouveau Codespace tous les matins, tu peux te créer un nouveau Codespace tous les matins pour avoir une sorte de laptop tout neuf, en fait. Et donc là, on a tout automatisé à l'intérieur d'un Codespace. Comme ça, on n'a pas besoin de se rappeler de quoi que ce soit et on peut partager notre config, en fait. Et ça nous permet aussi de partager des variables d'environnement, donc par exemple le mot de passe du LDAP, pour pas qu'il soit en clair dans la configuration. Donc si je me connecte au LDAP de mon entreprise, on voit que pour l'instant j'ai deux employés, donc Shaili, moi-même et Laili. Si j'inspecte les comptes des employés, je vois que c'est bien le compte de Eleonore Carpentier et qu'elle a un manager qui est Alain, donc notre CEO. On peut voir qu'il y a déjà quelques groupes de créés. Donc un groupe apps et un sous-groupe apps et un sous-groupe pizza team. Donc apps, ça va nous permettre de gérer, c'est les groupes qui vont nous permettre de gérer l'accès à nos applications. Et les groupes pizza team, comme Alain vous l'a évoqué, ça va être des groupes qui ne sont pas forcément liés à des applications. Donc par exemple, la team front dans une équipe de développement spécifique. Ça va être des sous-groupes non liés aux applications pour l'instant. Maintenant, on va se pencher vraiment à Untitled et à sa configuration. Donc ça, c'est la partie un peu plus compliquée, mais en tant que développeur, vous ne la verrez jamais. Ça, c'est vraiment la partie, c'est l'administrateur qui va la faire une fois, et une fois que c'est fait, vous n'y touchez plus. Untitled, ce qu'il va faire, c'est qu'il va gérer des identités, il va prendre des identités, et il va leur donner accès à des applications en les mettant dans des groupes spécifiques. Donc Untitled a besoin de savoir d'où vient la source d'identité. Donc dans la configuration, je dois lui indiquer mes utilisateurs sont dans le LDAP, comment se connecter au LDAP, donc le nom d'utilisateur, l'adresse du LDAP, le mot de passe, etc. Donc là, pour l'instant, pour cette démo, je précise, le LDAP n'utilise pas la vérification SSL. En production, on utiliserait un LDAP avec du chiffrement. On peut voir dans ma configuration, ensuite, j'ai créé 4 groupes. Donc un premier groupe qui va me permettre de gérer les accès à mon organisation GitHub, un deuxième groupe qui va me permettre de créer les équipes dans l'organisation GitHub, et ensuite l'accès aux applications et créer les pizza teams. Untitled, la seule chose qui l'intéresse, la seule chose importante, c'est cette ligne. C'est savoir où est-ce qu'il doit prendre, où est-ce que sont définis les accès pour ce groupe. Donc ça va faire du sens quand je vais ouvrir le fichier, le dossier, pardon. Donc quand j'ouvre ce dossier, on voit que directement, j'ai un fichier admin.txt et un fichier member.txt. On voit qu'il y a déjà un administrateur, donc Alain.
Moi, en tant que développeuse, je viens de rejoindre l'entreprise. Je veux me donner accès à cette organisation. C'est très simple. J'ai juste à rajouter mon nom d'utilisateur. J'enregistre. Je vais créer une pull request. J'ajoute mes changements. Alors on a des plugins normalement dans VS Code pour faire ça de manière graphique, mais elle ne fait pas. Et si je retourne sur le répertoire Git, hop, j'ai reçu la pull request. Donc je vais créer la pull request, je vais laisser un message. Donc ça va laisser un message pour la personne qui est en charge d'approuver, lui expliquer globalement pourquoi j'ai besoin de cet accès. Donc on va lui dire par exemple, je travaille sur le projet XYZ et donc j'ai besoin d'accéder à cette organisation. Donc là, c'est votre commentaire. Automatiquement, on va voir que j'ai 2 GitHub Actions qui vont se lancer. Hop. Donc la première, c'est Manager. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va regarder quels fichiers ont été changés, quel utilisateur gagne ou perd des accès, et automatiquement, ça va ajouter leur manager en tant que reviewer. Donc là, Alain a automatiquement été ajouté puisque ça a détecté que j'allais gagner des accès. Donc, moi, ce que je vais faire, avant de demander à Alain d'approuver ma pull request, j'ai envie de vérifier. Donc, ce que je pourrais faire, comme Alain vous en a parlé, donc, du IssueOps, c'est que je vais pouvoir déployer, entre guillemets, à blanc ma pull request avec .deploy no-op pour no operation. Si vous connaissez Terraform, c'est un peu l'équivalent d'un Terraform plan. Ça va vous montrer ce que cette pull request ferait si elle était déployée, mais sans la déployer. Donc il y a un autre workflow qui va se lancer, qui va détecter que j'ai lancé la commande de déploiement. Donc on voit que le bot a vu mon message et il va trigger un déploiement. Voilà. Je pourrais suivre mon déploiement ici, mais comme c'est rapide, on va attendre. Voilà. Le bot commente automatiquement et me dit que cette pull request va ajouter Shaili en tant que membre de l'organisation Octodemo Organisation. Donc si ça me convient, maintenant, je vais pouvoir aller voir mon manager et je vais pouvoir lui dire « Oula, Alain, j'ai besoin de cet accès, tu m'as demandé de travailler sur le projet pour la fin de la semaine, donc j'ai besoin de cet accès, est-ce que tu peux l'approuver, s'il te plaît ?» Alors je vais t'approuver ça directement. Si j'arrive à trouver. Normalement, je dois pouvoir l'approuver depuis mon téléphone. Pourquoi je ne n'arrive pas? Tac, 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 tac. Merde, attends. Review, yes. On va voir qu'une fois que Alain aura approuvé... D'habitude, je le trouve tout de suite. Je ne vois pas pourquoi je ne trouve pas le bouton. Il y a une autre GitHub Action que vous voyez ici, qui est en train d'attendre. Et dès que Alain aura approuvé, ça va automatiquement déployer mon accès. Donc ça, c'est vraiment... Voilà, j'ai trouvé. C'est bon. Hop. Parce qu'on a une application pour GitHub. Mais bon, j'approuve pas d'habitude les pull requests à travers ce truc. Donc on voit que l'action qui était en attente, maintenant, elle est dans la file. Donc elle est en train de s'exécuter. Elle va s'exécuter bientôt. Et donc ça va déployer mon changement, ça va me donner accès directement. Donc ça, c'est vraiment toute la force de Entitlements, qui est que les accès, n'importe qui peut demander des nouveaux accès, c'est vraiment self-service. Ça va notifier votre manager, le manager va approuver ou refuser. Si le manager approuve, les accès sont directement provisionnés. Donc ça enlève toute cette frustration, comme disait Alain, de on rejoint une entreprise, on crée un ticket, la personne de l'IT, elle ne connaît pas, donc le ticket arrive au fin fond du backlog. Ça va être dur de le faire prioriser. La personne, des fois, elle peut se tromper puisque tous les accès peuvent être provisionnés manuellement. Donc là, ça enlève tout ça. Alors là, on est quand même dans un cas simple où on n'a pas voulu rajouter d'approbation. Parce qu'on peut avoir des systèmes aussi où il faut un approval du manager et du propriétaire, entre guillemets, du service sur lequel on veut accéder. Donc on peut avoir des workflows d'approbation qui sont un peu plus compliqués, mais ça passe toujours par une approbation de pull request par un certain nombre de personnes, et ces personnes-là sont sélectionnées automatiquement par le système. Donc vous n'avez pas besoin de savoir à qui vous devez demander non plus. Donc voilà, donc maintenant quand je me rends sur l'organisation, on voit que j'ai reçu une invitation. Je peux accepter cette invitation.
Et donc maintenant, je fais partie de l'organisation. Une des grandes forces aussi, donc Alain en avait parlé, mais ça va se voir très facilement, c'est le côté audit des accès. Si je vais sur Git, en fait, dans l'historique Git, je vais avoir... Hop. Donc si je vais sur le fichier membre, je peux regarder dans l'historique où je peux direct faire un git blame. Donc git blame, ça va me dire qui a donné cet accès et par quel pull request. Donc si je clique dessus, je pourrais retrouver exactement quand est-ce que cet accès a été donné et surtout qui l'a approuvé. Et si ça ne me convient pas, je pourrais aller voir cette personne et lui demander pourquoi tu as approuvé cet accès. Voilà. La deuxième partie du plugin GitHub d'Entitlement, c'est pour gérer des équipes. Donc là, c'est un peu pareil. J'ai un fichier Teams. Je peux facilement rajouter une équipe, par exemple security.txt, et me donner plus d'accès, et créer la team, pardon. On pourrait faire une deuxième équipe développeur et rajouter 2 utilisateurs. Hop. Donc là, au lieu de faire le flow où je vais créer une pull request, ça va prendre un peu de temps, le temps qu'elle soit approuvée, que ça se déploie. Je vais tout déployer directement en local pour que vous voyez directement. Oula. Donc là, j'ai fait un déploiement à blanc. Entitlement va me dire directement cette team, elle n'existe pas, celle-ci non plus. Et ça va me montrer que ça va la créer, donc la team developers, une seconde équipe sécurité, une avec 2 membres, une avec 1 membre. Si je lance mon déploiement, Entitlement va directement créer les équipes et rajouter les membres. Un peu de temps. Et si je retourne dans l'organisation, maintenant je vois que j'ai 3 teams au lieu de 2 avec les membres souhaités. Si on retourne sur la présentation, on voit qu'on a exactement en fait, ce qu'on voulait au début. On voulait gérer tout notre environnement Git de cette façon, et c'est ce qu'on a obtenu. Donc maintenant, GitHub, c'est bien, mais j'aimerais aussi également gérer l'accès à mes applications dans mon entreprise. Slack, Zoom, Salesforce, comment ça se passe? Donc c'est également possible avec Entitlements. Si vous vous souvenez, dans mon LDAP, j'avais 2 sous-groupes, un apps et un pizza team. Donc je pourrais créer un fichier naïvement, l'appeler zoom.txt, et encore une fois, ajouter tous les membres de mon organisation. Hop. Maintenant, si je veux Salesforce, il faudrait que je fasse la même chose. Hop. Et que je le rename. Ça devient un peu contraignant maintenant, parce qu'il y a plusieurs applications où on aimerait donner accès à tous nos employés. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est que Entitlement supporte directement les groupes. Donc on pourrait créer un nouveau groupe, donc par exemple All Employees, qui contient tous les employés, et mettre tous nos employés directement dans ce groupe. Ensuite, au lieu de taper tous les noms de mes utilisateurs, je pourrais directement référencer le groupe que je viens de créer. Donc pizza team / all employees. Hop. Je vais faire la même chose pour Salesforce. Si je lance un déploiement, je vais peut-être zoomer un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si je lance un déploiement, on voit que directement, ça va me créer donc, le groupe Pizza Team, donc le groupe non lié à une application All Employees, et que ça va me créer également le groupe Salesforce et Zoom, et donc tous mes employés seront directement dedans. Je vais le déployer. Et maintenant, je vais me rendre dans le LDAP. On va actualiser. On voit que dans le LDAP, il y a de nouveaux groupes qui se sont créés. Ces groupes, c'est les groupes qu'on a définis en code avec Entitlement dans des fichiers. Si j'inspecte ces groupes, donc par exemple le groupe Salesforce, on voit qu'ils ont les membres attendus, donc Elaili et Shaili. Donc c'est exactement la configuration qu'on a fait en code avec Entitlement. Voilà. Vous vous demandez peut-être, OK, ça m'a fait des groupes LDAP, mais maintenant, comment les employés vont accéder à ces applications? Quel est le lien qui va faire que ce groupe Zoom ou ce groupe Salesforce va donner accès à l'application Zoom ou à l'application Salesforce? Et en fait, là, tout se passe dans Okta.
Donc, dans notre instance de Okta, on a fait une intégration avec notre directory LDAP, donc ici. Quand on a créé nos applications dans LDAP, ces applications, hop. Quand on a créé nos applications dans LDAP, donc par exemple Salesforce et Zoom, on peut cliquer, on peut les inspecter, et on voit que c'est assigné par un groupe, et donc toute personne qui est dans le groupe apps/Salesforce, donc le groupe qui est géré par Entitlement, aura directement accès à Salesforce par Okta. Donc si je vais dans le compte LDAP, dans le compte Okta de Alain que je lui ai volé, hop. Faut jamais croire aux gens de la sécurité. J'ai pas cliqué. Ok. On voit que comme je l'ai mis dans le groupe LDAP, Zoom et Salesforce, il a accès directement depuis son Okta par SSO à ces deux applications. Je vais quand même me déconnecter de son compte. Merci. Voilà. Donc maintenant, on a parlé également d'accès temporaire. Alain vous a parlé d'accès temporaire. Un des gros problèmes dans les entreprises, c'est d'avoir trop d'accès. Donc on rejoint l'entreprise, on change 3 fois d'équipe en, je sais pas, 5-6 ans. Au fur et à mesure des années, on accumule des droits, on accumule des accès à des systèmes qu'on n'a plus vraiment besoin. Et au final, personne n'audite ces accès et personne ne nous enlève ces accès. Ce qu'on pourrait faire avec Entitlement, c'est donner des accès uniquement temporaires. Donc, par exemple, si je veux une application AWS, j'ai une application AWS, j'aimerais que Alain y ait accès de manière permanente, mais moi, j'en ai juste besoin le temps de faire un audit de sécurité. Donc, j'en ai juste besoin jusqu'à à peu près la fin du mois. Ce que je pourrais faire avec Entitlement, c'est ajouter le label expiration et spécifier « donne-moi cet accès jusqu'au 30 avril » par exemple. Donc le format de la date, c'est au format américain, donc il faut lire année, mois, jour. Donc ici, 30 avril. Quand je vais déployer, on va voir que j'ai cet accès au groupe AWS, donc ça me l'a donné, puisque le 30 avril n'est pas passé. Maintenant, si je mets une date dans le passé, donc le 10 avril, hop. On va voir que ça m'indique directement le changement que ça va faire. Donc, ça va enlever Shaili du groupe AWS. Et je pourrais déployer. Si je regarde dans le LDAP, Shaili, oh non, pas ici. Hop, il faut que j'actualise. Dans le groupe AWS. Je pense que ça ne supporte pas bien le zoom. Okay. On voit qu'il y a uniquement Alain. Donc, Entitlement a bien géré les accès temporaires. Un autre cas d'utilisation, ce serait de vouloir donner accès à tout le monde sauf une personne. Donc, je ne sais pas, il y a une personne, Shaili, elle s'est fait mettre à pied par les RH et il ne faut absolument plus qu'elle utilise Salesforce. Par contre, il faut qu'elle ait elle a encore besoin des applications qui sont disponibles à tous les employés. Donc, par exemple, Zoom, puisqu'elle doit communiquer avec les RH. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait utiliser les opérateurs logiques. Donc, par exemple, non, ici. Username, non, Shaili. Et si j'enregistre... Donc, c'est tous les employés, sauf Shaili. C'est ça. On va voir que ça va enlever Shaili de ce groupe. Et si je déploie, ça m'enlèvera. Donc, maintenant... je peux aller inspecter le groupe Salesforce dans mon LDAP et on voit qu'il n'y a plus que Alain. Vous vous dites maintenant, ok, c'est bien, on a donné accès à des applications, mais par exemple, moi, AWS, je ne veux pas donner le même accès à tout le monde. J'ai envie qu'il y ait certaines personnes qui ont un accès read-only, certaines personnes qui ont un accès administrateur. Comment ça se passe? Comme LDAP supporte les sous-groupes, en fait, au lieu de faire un fichier, on pourrait directement faire un dossier AWS. Et dans ce dossier, on pourrait spécifier plusieurs groupes, un peu comme on l'a fait pour GitHub, ici. Et avoir un fichier, donc admin, read-only, et faire plusieurs sous-groupes, et avoir la granularité d'accès que l'on souhaite. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des features basiques de Entitlement. Donc il y a d'autres features, si vous voulez. Vous pouvez aller les chercher sur https://github.com/github
/Entitlements. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie d'utiliser Entitlements dans votre entreprise. Il faut savoir que là, on l'a fait avec 2 utilisateurs, mais à GitHub, on manage 4000 employés à peu près, entièrement avec Entitlements. Et tout est self-service et ça marche très bien. Donc, voilà. Alors, on a l'avantage que tout le monde chez GitHub apprend à faire une pull request le premier jour. Donc, mais même les juristes, même les gens du marketing, même les commerciaux, tout le monde apprend à faire une pull request. Après, faire une pull request à travers l'interface web de GitHub, c'est pas non plus super compliqué. Et ça peut être beaucoup plus simple que d'utiliser certains tickets Jira parfois. Donc, c'est pas non plus. Enfin, ça peut paraître intimidant au départ, mais c'est pas non plus super compliqué. Et c'est vraiment super libérateur parce que vous n'avez pas besoin de vous poser la question de savoir à qui vous devez demander. C'est le système qui sait à qui demander, quoi. Vous avez juste besoin de faire une recherche. J'ai besoin d'accéder à Salesforce, je fais une recherche sur Salesforce, je trouve le fichier Salesforce et c'est parti. Je n'ai pas besoin d'avoir aussi de permission spéciale pour créer une nouvelle team dans notre organisation. Si je peux faire une pull request sur Entitlements pour créer le fichier qui correspond à la team et que l'approbation se fait derrière, j'ai pu avoir derrière la capacité de créer des nouvelles teams sans avoir des droits d'administrateur. Donc ça peut être intéressant aussi pour donner des droits supplémentaires à des utilisateurs sans avoir à leur donner trop de droits aussi. Donc vous avez un nouveau niveau de granularité que vous n'avez pas forcément dans les applications que vous avez. Et vous n'avez plus besoin de donner le droit d'administrateur à tous vos développeurs ou à tous les utilisateurs d'un système en particulier. Vous pouvez complètement déléguer ça à un entitlement. Donc ça permet de simplifier largement les choses. Donc si vous voulez l'utiliser, donc, vous pouvez aller directement dans le repo GitHub, vous pouvez aller aussi sur blog.github.com, vous tapez Entitlement dans la barre de recherche, vous allez avoir l'article que j'avais mis en screenshot tout à l'heure qui vous expliquera comment ça fonctionne. On essaiera d'open sourcer le Codespace qu'on a créé, comme ça vous donnera une base de départ et ça vous permettra de plus facilement démarrer si vous voulez l'utiliser également. Surtout, il ne faut pas avoir peur de se dire « Ah, c'est un Ruby, je ne connais pas Ruby », parce que vous voyez, avec Codespaces, je pourrais ne même pas avoir Ruby installé sur mon ordinateur, puisque tout le Codespaces était déjà totalement configuré. Voilà. Et je voulais également remercier du coup Dan, parce que Daniel, c'est la personne qui a œuvré pour que Entitlement soit open source et qui a rendu ça possible aujourd'hui. Et Gren, qui est la personne qui a créé l'action Branch Deploy. J'espère que ça vous a plu. Ouais, on a quelques ressources. Alors, ça serait comme c'est capturé en vidéo, comme ça vous pourrez les avoir. Mais vous avez tous les liens qui vont bien ici. Merci. Ouais. Il nous reste 25 minutes pour des questions. C'était la gestion des apps dans Okta. C'est Entitlement qui les injecte ou directement Zoom et Salesforce, tout ça Non, les apps, par contre, vous devez les créer dans Okta. Donc ça, vous pourrez les créer, par exemple, avec un Terraform Provider si vous voulez vraiment garder tout ça en code. Mais c'est Entitlement qui fait le lien. Une fois que l'application est configurée dans Okta, le lien sur les groupes Okta est fait. Vous n'avez plus à y toucher. Ça marche quoi avec GitHub ou ça marche avec les autres? C'est plutôt... Donc c'est intégré avec GitHub, puisqu'il y a tout ce principe de pull request et d'approbation. Maintenant, on pourrait utiliser un autre système Git, mais c'est sûr que... En fait, il faudrait refaire toutes les automatisations qu'on a déjà créées à partir de GitHub Actions. Mais si vous voulez reprendre le principe et l'implémenter avec quelque chose d'autre, vous allez vieillir plus rapidement, mais vous pourrez le faire aussi. Deux questions. Est-ce qu'il y a de l'import pour bootstrapper d'une situation existante? Et est-ce qu'il y a une intégration avec les repos GitHub, les rôles ou les permissions et les repos? Par exemple, assigner des teams à des repos avec certains rôles. Donc le plugin GitHub, il permet uniquement de gérer l'accès à l'organisation, donc administrateur ou membre, et créer des équipes. Il n'y a pas le lien entre projet et équipe. Maintenant, c'est un cas d'utilisation qui peut être intéressant, et je pense que si vous créez une issue avec une feature request, pourquoi pas, elle pourra être prise. Parce qu'il s'agit juste de créer un plugin supplémentaire pour descendre le niveau de granularité, mais on pourrait le faire sans problème. Ouais. Après, ce qu'on peut faire également dans GitHub aussi, c'est mapper en fonction de la version GitHub que vous avez, mais mapper des groupes LDAP à des teams également. Donc ça peut être fait également. Mais là
bypass ce truc-là parce qu'on a le provisioning qui est fait automatiquement. Mais après, rajouter des permissions sur des repos à des teams, c'est pas encore pris en charge par Entitlement. Bonjour, je pense que c'était la même question peut-être, mais du coup, le manager qui peut approuver la pull request, c'est aussi géré avec Entitlements ou pas encore, c'est ce que vous disiez? C'est une GitHub Action en fait qui va détecter uniquement parce que en fait dans votre LDAP souvent vous stockez également qui est le manager, donc votre organigramme, et depuis on pourrait dériver tout notre organigramme, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a lié une action qui va regarder qui est le manager de la personne qui a changé d'accès et automatiquement le notifier et l'ajouter en tant que reviewer. C'est pas dans Entitlements le code, maintenant c'est un workflow qu'on a rajouté et qui est disponible. D'accord, mais savoir qui est le manager de la personne qui soumet la PR, c'est dans le LDAP. Et donc c'est faut donner accès à votre organigramme, par contre. Merci. OK, merci. Merci à vous.